Alors, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Soft Thinking. Il est à Dakar, 23h28. Nous allons ce soir mettre en ligne une vidéo qui est en fait une partie de 3 vidéos. Donc une vidéo sur quoi les 2 autres vont suivre après. Je m'appelle Aboukan Gueye, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je gère la chaîne YouTube Soft Thinking qui commence à grandir en nombre de vidéos et qui est en relation avec pas mal de blogs et de plateformes dont on parle de temps en temps. Évidemment, Soft Thinking, c'est un peu son dada, c'est le leadership, la gestion du changement, les transformations. Et depuis quelques jours, nous sommes en train de mettre en place un compartiment en Wolof. Voilà, on va essayer. Vous connaissez. Et en anglais. Donc, je pense que le compartiment en anglais a commencé à être ravitaillé en première vidéo en anglais sur d'autres vont suivre. Je crois qu'ils sont beaucoup préoccupés par le succès, l'excellence du continent et des Africains. Ce sont donc des thèmes qui reviennent sans arrêt et dans nos différentes plateformes, la gestion du changement, les transformations du toucher. Aujourd'hui, nous avons pris un cas assez particulier, intéressant. Bon, évidemment, aujourd'hui, avec la Covid-19, tout le monde est embarqué dans les mêmes problèmes. Et malheureusement, même ceux qui étaient des cas d'excellence sont en train de faire des points. Mais nous allons quand même raconter l'histoire de gens excellents, sur cette plateforme d'entités excellentes, de personnes excellentes, de grands leaders. Et tout cela pour être au service de la transformation en Afrique. Pour ces 3 vidéos particulières, nous avons mis l'accent sur Singapour, qui est un modèle de réussite rapide. Évidemment, nous avons intitulé la vidéo comment Singapour a réussi, d'autres aussi. Ça signifie que de temps en temps, nous allons ouvrir la brèche sur d'autres pays, comme peut-être la Malaisie, Dubaï, etc., qui ont fait des choses intéressantes et sur lesquelles nous disposons de recherches. Et nous avons l'obligation de mettre en application. Donc, nous sommes partis des recherches pour transformer ces recherches en cas pratique. Donc ici, la question que nous posons, pourquoi et comment Singapour a réussi, et les leçons apprises. Et si ces leçons, nous voulons susciter des débats, nous espérons que vous allez les faire sur la plateforme et peut-être sur nos YouTube et sur nos autres plateformes. S'occupe de formation, coaching, etc. Donc, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous arrivez, que vous nous découvrez, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas et pour venir soutenir ces grands projets africains. Donc voilà, donc un peu pour introduire le thème. Bon, effectivement, ce cas, nous avons fait des recherches littéraires, beaucoup de recherches sur ce pays, mais nous avons particulièrement retenu un article, Why Singapore Works, en bon français, pourquoi ça marche, et quels sont l'auteur, il prend les 5 séries. Donc, mais nous sommes allés beaucoup plus loin, comme vous le verrez. Donc, ce sont des publications sur ce qu'on appelle Creative Commons. C'est-à-dire, c'est des blogueurs qui ont imposé cette évolution. Et donc, en disant que le savoir appartient à tout le monde, etc. Certains sont privés. Bon, il y a beaucoup de contestations comme ça. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui ont la générosité de mettre des publications en Creative Commons permet à tout le monde de le reproduire, de le distribuer, de le traduire, de créer des œuvres dérivées. Nous, ce que nous avons fait, c'est une œuvre dérivée ici sous forme de cas pratique. Et pour les besoins de la chaîne YouTube, on a été plus souple. Et pour les besoins des activités de formation sur les différentes plateformes, c'est vraiment cas pratique au sens classique du terme. Donc voilà, ce genre de licence, je vous ai expliqué ici. Donc je pense que déjà, c'est une information. Et vous avez également sur le lien qui vous permet d'accéder et d'avoir plus d'informations sur cette manière de travailler. Bon, Singapour, à l'origine, c'est un petit pays. C'est
ce qu'on appelle une cité-État. Et à l'époque même, c'était un petit village de 2 milliers de pêcheurs. Il y avait des Malais, des Chinois, certains vont dire après, parce que ça va se scinder en deux, en gros, et ils ont une période transitoire sur le plan politique entre 1959 et 1965, mais l'indépendance c'est vraiment en 1965. Et donc, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches du monde, hein, si on raisonne en termes de richesse par tête d'habitants, par exemple. Et donc, et la question se pose, comment un si petit territoire a-t-il pu se transformer en une cité-État prospère? Comment, par exemple, il a pu, tenez-vous bien, multiplier son produit national brut par 56 entre 2056 jusqu'à 2016. Donc, faisant passer ce produit-là de 428 $ US en 1960 et à 56 962 $ US. C'est-à-dire c'était des pays avec lesquels on était au même niveau de développement à l'indépendance, pratiquement. Mais regardez aujourd'hui, c'est une prouesse incroyable. Comment ils ont fait? C'est un peu la réflexion que nous allons essayer de voir. Il y a un homme politique là-bas, je crois que c'est l'un des premiers ministres qui a remplacé Lee Kuan Yew. On lui a demandé quel est le secret de Singapour. Il a dit c'est Lee. Pour lui, c'est un homme. Lee Kuan Yew. On dit que c'est le grand sauveur, le grand leader qui a transformé une petite cité-État à une nation prospère. Avec son parti, le pape, et qui donc allait amener Singapour vers un immense succès. Les revenus, multipliés par 56, le chômage, baisse drastique, de 14% à 2,1%. Ici, on est des chiffres de 2016. 2016, c'est pas très loin de 2020. Et pratiquement toute la population est logée en logement. Et ce qu'on a aussi souvent retenu de lui, c'est l'organisme de lutte contre la corruption, Corrupt Practice Investigation Bureau, qu'il a mis en place. Et avec une idée, un credo, zéro tolérance. Et donc, nous verrons donc, nous allons approfondir ça dans la série des 2 autres vidéos, discuter vraiment comment Singapour en est arrivé de là, quelles leçons, j'espère que vous allez taper sur la partie commentaire, d'après vous, quelles leçons vous en tirez, et quelles leçons nous en tirons aussi chacun d'entre nous comme pays sous-développé ou pays en voie de développement, qu'importe le langage, quelles sont les valeurs et les principes directeurs qu'il y a derrière. Pour lui, les valeurs étaient très importantes. Il a également fait une profonde réforme de l'État, de la bureaucratie, etc. Quelles leçons vous direz de cela? Il a beaucoup parlé du leadership. On a parlé du leadership pragmatique. On reviendra sur sa vision du leadership. Et je pense que l'une des discussions aussi qui nous intéresse, c'est l'applicabilité. Il y a des gens qui disent oui, c'est pas applicable chez les autres, bon, parce que c'est des petits États, territoires, etc. Bon, nous verrons tout ça. Et donc, vos suggestions, vos commentaires, et je pense que c'est important qu'on ait votre perception de ça. Nous allons introduisons. Singapour a réussi ce défi en adhérant des choix délibérés. Et nous l'avons dit dans les vidéos passées, je crois que l'intentionnalité est un facteur très puissant de performance, de transformation. Donc des choix délibérés de son leader. Il explique dans ses mémoires, et nous mettrons des citations de ses mémoires dans les vidéos à venir, je crois qu'on en a mis une à la fin, et de son parti. Donc il est venu au pouvoir avec une coalition. Nous allons voir des choses intéressantes avec cette coalition, déjà dès aujourd'hui. Et je pense qu'en venant, ils avaient des idées claires, parce qu'ils ont vécu la période transitoire qui est une période de haute corruption. Bon, c'est des pays, les Japonais sont passés là-bas, ils ont laissé des fuites de la corruption, etc. Les Chinois, tout ça, on en parle un peu. Ils savaient ce qui s'est passé dans le pays. Ils étaient conscients qu'il fallait mettre fin à cela. Et voyons la série des mesures qui ont été prises. Réformer l'État et sa bureaucratie. Un gouvernement clair et transparent, avec comme clé de principe zéro tolérance pour la corruption. La méritocratie,
Donc nous sommes en train de décliner des choses que nous allons étudier en profondeur. La méritocratie. Et pour lui et le parti qui l'accompagne, il faut promouvoir les gens brillants. Il faut promouvoir la méritocratie. Et à la limite, lui-même, il dit qu'il faut les chouchouter, les gens excellents. Nous verrons ce qu'il a fait en matière de salaire. Et ça déroge au choix classique. Et au choix classique qu'on trouve dans les États francophones, par exemple. Pour lui, les plus brillants, les plus méritants sont à chouchouter, sont à payer très cher. Et on descendra un peu dans le détail. Il a décidé qu'il devait toujours apprendre, sans cesse apprendre. C'était un grand lecteur, lui, apprendre des autres. Et son credo était un peu ce que j'ai appelé dans les vidéos passées, adapter, non adopter, diffuser, communiquer les politiques. Il avait une certaine vision du leadership, ce qu'on a certains ont appelé le leadership pragmatique et partenariat. L'histoire de partenariat, il va le développer en matière d'industrialisation, par exemple. Et l'autre aspect, donc, le mot est lâché, industrialisation et l'ouverture au business. C'est un peu comme Dubaï, ce qui est bon pour les affaires est bon pour Singapour, est bon pour Dubaï. Et ils vont mettre le prix. Et donc voilà un peu pour démarrer les éléments que nous allons étudier en détail une à une. Et j'espère que ça nous permettra de faire des discussions intéressantes. Ça vous permettra aussi de contribuer au débat et peut-être d'enrichir un peu vos ambitions sur le plan de la recherche pour votre pays, votre entreprise, etc. Donc, bienvenue sur cette série de vidéos, 3 vidéos. Nous sommes en train de terminer la première. Peut-être que si l'appétit vient en mangeant, peut-être qu'on ajoutera d'autres cas sur la Malaisie, sur Singapour, en Afrique, je ne sais pas. Je suis très intéressé par ce qui se passe au Rwanda et ce qui est en train de se passer en Éthiopie, qui pourrait surprendre. Mais il va falloir chercher l'information, donc ne désespérons pas. Peut-être que ça va venir topper un peu cette recherche que je fais. Donc, sur cette série de vidéos, évidemment, il y a des thèmes dominants qui vont percer, comme le changement, les transformations, le leadership, la croissance accélérée, et l'exemple, le management par l'exemple, le leadership par l'exemple. Et donc, l'idée de benchmarking, nous verrons que c'était important pour lui de se comparer aux autres, de comprendre, d'apprendre non seulement des succès, mais des échecs, etc. Et donc, ce cas pratique, et je pense qu'il est très intéressant. Donc, à partir de la vidéo numéro 2, et on va approfondir, on parlera des choix de Lee sur la méritocratie. Et sur gouverner autrement, pour lui, gouverner autrement, c'était un ensemble de valeurs, de principes de détermination. Ce qu'on appelle tout à l'heure l'intentionnalité. Pour lui, effectivement, on ne pouvait pas changer le pays sans changer la bureaucratie, sans miser à fond sur la méritocratie. Il a de telles belles citations sur le culte de l'excellence qu'on verra, sans culte de l'excellence, sans culte de l'efficacité, sans inciter les gens au résultat et à la performance. Et je voudrais donc terminer la vidéo et ensuite on revoir pour les autres vidéos. Inscrivez-vous en masse et donc appréciez, likez s'il vous plaît et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour terminer, voyons ce qu'il nous dit, ce qu'il nous laisse aujourd'hui comme message. La tâche des dirigeants doit être de leur fournir, disons de fournir aux gens, aux populations, aux citoyens, ou de leur créer, de créer au profit des gens, des populations, des citoyens, etc. Un cadre solide dans lequel ils peuvent apprendre. Nous verrons ce qu'il a fait en matière d'éducation dans les prochaines vidéos, dans lesquelles ils peuvent apprendre, ils peuvent travailler dur, et ils ne badinent pas sur ça, ils peuvent être productifs et être récompensés en conséquence. Et ce n'est pas facile à réaliser. Nous verrons que pour lui, la notion de résilience, d'engagement est importante. Donc cette citation est tirée de ses mémoires qui s'appelle l'histoire de Singapour, mémoire de Lee Kuan Yew. Merci, j'espère que ça a été très utile. Ne manquez pas de faire vos observations, ne manquez pas de vous inscrire sur les plateformes et sur toutes les autres plateformes. Je vous remercie. Donc à la prochaine vidéo, on est ensemble.